démarre avec une question d'actualité, Mounir Mahjoubi. Un de moins, Mathieu Orphelin quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale en désaccord avec des sujets fondamentaux. Est-ce que c'est le début d'une fissure, ça? Parlons de Mathieu. Mathieu, c'est un copain. Je suis toujours triste de voir un copain quitter. Vous l'avez appelé, vous avez je lui ai écrit. Et vous savez, c'est pas parce qu'il quitte que ça devient un paria. Il a décidé de partir. Il l'a écrit dans un long message hier. Il a exprimé depuis plusieurs mois des doutes à des moments. Et puis il était resté. Et puis il a essayé de l'intérieur de changer les choses. Et puis hier, il s'est senti plus capable de changer de l'intérieur. Et il s'est dit qu'il fallait que ça passe par le côté. Est-ce qu'il y a une fissure? Non, vous voulez que je vous dise qu'il y a une fissure, que c'est le début de la Bérésina? Non, je n'y crois pas. Moi, je crois que notre groupe est fort, je crois que notre majorité, elle est stable, je crois que le lien entre la majorité et le gouvernement, il est fort, et je crois qu'on va continuer. Mais si vous me demandez, est-ce qu'on doit continuer à se transformer, à changer? La réponse, c'est oui, je l'ai répété depuis plusieurs mois. Il faut qu'on change notre façon de fonctionner entre nous, il faut qu'on change notre façon de fonctionner avec les Français. Et moi, je pensais que Mathieu pouvait être un excellent acteur de cette transformation. Il le fera à côté, mais je pense qu'il ne sera jamais très très loin. Stéphane Vernet, Ouest France. Quand même, Mounir Mahjoubi, c'est vrai qu'il y a déjà eu des départs par-ci, par-là. Enfin bon, 2-3 départs ou une dizaine de départs sur un groupe de 313. Ça ne fait pas une fronde. Par contre, sur la loi anti-casseurs, là, pour la première fois, on voit 50 députés de votre groupe, 50, c'est pas 5, qui s'abstiennent et qui le disent de manière assez ostentatoire, qui font des déclarations dans les médias. Ça, c'est quand même la marque d'un certain malaise, où c'est pas le début d'un vrai problème. Vous vous rendez compte de la situation de violence qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans ces manifestations d'un nouveau genre? Il fallait apporter des réponses très structurées, très périmétrées. Moi aussi, j'aurais eu des problèmes avec cette loi si elle n'avait pas été intégralement construite. Vous seriez abstenu? Non, moi, je l'aurais voté. Moi, j'aurais dit, je veux être certain que cette loi, elle concerne le moins de monde possible. Et c'est le cas. Sur le fond, Mathieu Orphelin claque la porte aussi sur la question de l'écologie. C'est un très proche de Nicolas Hulot. Est-ce qu'on peut dire que l'écologie n'est plus d'actualité, qu'elle a été sacrifiée à cause du mouvement social? Vous savez, on n'a pas le choix qu'elle soit d'actualité. Celui qui voudrait que l'écologie ne soit pas d'actualité, vous l'avez vu le monde autour de nous. Vous voyez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans les territoires où les températures sont les plus extrêmes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans cet hiver qu'on traverse sur la moitié de la planète. Vous voyez bien qu'on ne pourra pas passer à côté. Donc pour moi, ce n'est pas le grand abandonné. Et faites confiance à ce gouvernement pour qu'on continue l'agenda. La fiscalité écologique, il n'en est plus question maintenant. Et la fiscalité écologique incomprise, il n'en est plus question. Une fiscalité écologique intelligente, c'est ce que demandent les gens. Vous savez, quand les gens comprennent pourquoi il y a une fiscalité écologique et ce qu'on fait de l'argent qui est utilisé et quels bénéfices il y a ensuite pour la planète et pour eux, on y arrive. Dans tous les pays où on y est arrivé, on y arrivera en France. Mais il va falloir qu'on explique un petit peu mieux que ce qu'on a fait sur la taxe carbone. Oui. Est-ce que vous avez vu la photo qu'a postée le vice-président italien Luigi Di Maio sur son site? Il a fait une photo avec des gilets jaunes, donc il est venu en France mardi. C'est de l'ingérence, ça vous choque? Ce qui me choque, c'est que surtout ce monsieur n'a pas très bien compris avec qui il parlait. Vous vous rendez compte, vous dites les gilets jaunes. C'est pas tous les gilets jaunes, il n'a pas fait venir une délégation complète. Il a pris des candidats de la liste gilets jaunes qui se préparent. Il a pris autour de lui certains éléments, moi, que je ne commenterai pas plus. C'est des personnes qui ont remis en cause ma présence sur le territoire, qui remettent en cause ce que je suis, qui remettent en cause... monsieur me reprochait d'être homosexuel, musulman, et rappeler que dans mon pays, qui est pourtant la France, on les jetait par les balcons. Donc ce monsieur-là, qui était avec monsieur Di Maio, décrédibilise à lui tout seul, par sa présence, cette photographie. Monsieur Di Maio n'avait rien à faire avec eux, mais surtout ces gens-là n'avaient rien à faire là et ne sont absolument pas des gilets jaunes dans l'esprit de ceux que je défends régulièrement en disant leurs revendications étaient sincères. Ceux-là, il n'y a rien de sincère. Ceux-là, ils sont pour la violence, ceux-là, ils sont pour la rébellion, ceux-là, ils veulent qu'une chose, c'est faire tomber la République. Le président de la République entame une nouvelle étape, il sera en Saône-et-Loire aujourd'hui. Dit-on récupération des jeunes dans ce débat national? Récupération ou invitation ou aller au contact d'eux? Mais vous savez que la droite et Jean-Luc Mélenchon indiquent qu'il fait campagne aux frais de l'État. Est-ce que c'est une critique que vous entendez? Il ne fait pas la campagne d'un parti. Il fait... Non, la campagne d'un homme. Mais pas d'un homme, c'est pas lui qu'il va... c'est pas... Le sujet, ce n'est pas Emmanuel Macron, le sujet, ce n'est pas le président de la République, le sujet aujourd'hui, c'est la France.
et il se trouve que c'est le président de la République française. Vous allez, enfin, c'est comme votre question de tout à l'heure, vous vous rendez compte, on va pas passer plusieurs mois à dire ce président qui ne va pas au contact des Français, quand il va au contact des Français, dire il les manipule. Stéphane Vernet. Le rôle du président, c'est d'aller au contact des Français. On ne peut pas continuer à avoir des présidents qui ne sont pas au contact des Français. Stéphane Je Vernet. vais tourner ma question de manière à vous faire plaisir, parce que là, je sens Ah non, que mais vous faites pas êtes- plaisir, ce matin, vous m'avez tous donné envie de m'exprimer fort. Bon, je commence. Le grand débat, c'est une vraie réussite. Les chiffres sont très parlants. Hier, c'était plus de 738 000 contributions sur la le plateforme. site, plus de 4 000 rendez-vous publics, plus de 9 000 cahiers de doléances dans des mairies. C'est énorme, c'est inattendu. J'ai peur de la fin de votre question. Allez-y. Alors, vous avez raison. Le problème maintenant, c'est comment on atterrit. Pour l'instant, ça marche très très bien. Comment on atterrit? Est-ce que vous pensez que la piste du référendum, ce serait une bonne façon de clore en beauté, entre guillemets, ou de sortir par le haut de l'ensemble? Vous avez raison, il faut qu'on atterrisse. Et Ben oui. le potentiel à référendum, c'est un élément parmi plein d'autres. Il y a déjà l'atterrissage politique, c'est-à-dire il faut qu'on dise aux Français ce qu'on va faire de ce qu'ils ont dit. Parce que on leur a promis qu'on allait les écouter, on va le faire ensemble, on a construit ensemble. Je l'ai dit, je pense qu'on va dépasser le million de contributions. Il y a vraiment eu un mouvement. On n'a jamais eu de consultations citoyennes qui sont arrivées à ce niveau-là. De cet ampleur, jamais. Qu'est-ce c'est qu'on clair. fait de ça? Alors, il va falloir interpréter. Il va falloir synthétiser, puis il va falloir continuer d'approfondir chacun des sujets. Et dans l'approfondissement, le faire avec les Français, continuer. Puis après, il va falloir décider. Et donc pour décider, il va falloir construire, il va falloir se dire, il y a une partie, c'est peut-être référendum, peut-être pas, une partie, c'est peut-être la loi, une partie, c'est une décision budgétaire qui sera discutée pendant plusieurs mois. Il y Convoquer aura le Congrès, beaucoup à convoquer le répondre. Congrès, ça vous intéresse? C'est une hypothèse qui commence à monter. Écoutez, c'est une hypothèse que vous évoquez ce matin. Elle est intéressante pour certains sujets. Le référendum est intéressant pour d'autres. Le passage traditionnel par la loi est aussi une solution pour certains des sujets. La Tout est réponse, possible. vu tous les sujets qui sont abordés, on va se le dire, elle sera multiple. Quand bien même il y aurait un référendum. Vous voyez bien que ce référendum ne permet pas de traiter tous les sujets qui sortiront de ce débat. Changeons de sujet. Paris, que pensez-vous de la proposition de créer une police municipale à Paris? Anne Hidalgo, la maire de Paris, a vraiment surpris avec cette proposition. C'est en politique, il y a toujours le sujet de la solution et du problème. Le problème, il est sincère, il est réel. Il y a un problème de sécurité à Paris. Il y a un problème de sécurité réel dans certains arrondissements. Je suis le député du 19e. Donc vous dites Il y a, bonne idée? Dans le 18e, dans le 20e, dans ces arrondissements aujourd'hui, il y a moins de présence de sécurité que dans d'autres arrondissements. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas en sécurité. Le soir, il fallait apporter plus de sécurité. Une des solutions, c'est l'annonce de cette police. Mais moi, à titre d'habitant, là, c'est très personnel, c'est plus le ministre qui s'exprime. Cette annonce, elle n'est rien si dans la réalité, il n'y a pas des gens dans la rue le soir qui sont là quand les gens ont peur. Si on n'apporte pas d'autres moyens de sécuriser la voirie, si on n'améliore pas les conditions de visibilité dans ces quartiers, la sécurité, c'est jamais juste avoir un policier avec une arme. La sécurité, c'est une multiplicité d'éléments. Donc moi, je pense ni du bien ni de mal de l'annonce. Ma seule peur, c'est que ce soit juste une annonce et qu'il n'y ait rien derrière. L'affaire Benalla, rebondissement sur rebondissement. On vient d'apprendre que Alexandre Benalla avait eu un rendez-vous chez la chef de la sécurité à Matignon, que le compagnon de cette policière a peut-être eu des liens avec les Russes. C'est une affaire d'État, utilisons les mots. Non, c'est vous qui donnez ces mots-là. C'est l'affaire Benalla. C'est l'affaire de Monsieur Benalla. Est-ce qu'on peut la minimiser C'est l'affaire à la de Monsieur lumière de ces Benalla. nouveaux épisodes? C'est l'affaire de Monsieur Benalla qui se passe dans l'État. Et donc, évidemment que cette histoire, pour moi, non, toute cette affaire du début à la fin, elle est très désagréable. Ce monsieur, il n'a pas été élu par les Français. Alexandre Benalla, aujourd'hui, il est au cœur de toutes les discussions. Vous êtes tous journalistes politiques, vous vous rendez compte, on ne parle que de lui. Est-ce qu'il était chargé de transformer la vie des Français? Est-ce qu'il avait la responsabilité sur ses épaules Ça chaque vous choque jour? pas? Mais tout me choque dans cette histoire depuis le premier jour, tout me choque. C'est-à-dire que jamais j'aurais accepté, aujourd'hui, si on savait tout ça, jamais on aurait accepté la moindre chose de tout ce qu'on se raconte aujourd'hui. Les Russes, maintenant, c'était la nouvelle de ce matin. Mais comment vous voulez que je vous dise que j'accepte ça? Moi, ce que je dis, c'est que ce monsieur, il nous empêche de faire notre job. Et ça, c'est terrible. Stéphane Vernet. Bon, à propos de votre job, parce que là, on a parlé d'écologie, de la République En Marche, de Benalla, des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez encore le temps de vous occuper du numérique? Ah bah heureusement. C'est-à-dire que si je pouvais pas le faire, ça, je serais très triste. Donc, depuis plusieurs mois, la grande priorité, c'est l'inclusion. Comment on fait pour les Français qui ne savent pas utiliser le numérique? Donc, je traverse la France. On a travaillé pendant un an et demi avec toutes les collectivités locales, l'Association des départements de France, les régions de France. Même quand on s'engueulait sur tous les autres sujets, sur ce sujet, ils sont restés là. Et maintenant, après un an et demi de travail, je fais le tour de France pour signer avec chaque président de département et de région les conventions entre l'État
et ces départements pour former tous les Français au numérique qui aujourd'hui ne savent pas l'utiliser. Ça, c'est ma priorité.